Bonsoir ou rebonsoir, nos invités à 19h20, ils ont les clés du conflit entre les mains. Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT, puis Jean-Claude Mailly, numéro 1 de Force Ouvrière. Et d'abord la question du jour autour de la table, grève SNCF, qui va céder? Alors on s'y attendait, c'est un fait, la contestation syndicale fait tousser la France. Des cris, des bousculades, des trains bondés, des quais qui débordent sur les voies. Chacun réalise ce que peut être l'épreuve d'une grande grève pendant des semaines. Et le débat devient politique. Édouard Philippe qui tonne à l'Assemblée et Emmanuel Macron qui reste discret. Alors on va l'ouvrir ce soir, ce grand débat politique. On va entendre les uns et les autres et vous allez vous faire votre idée. Et pour ce débat politique, j'ai le plaisir d'accueillir 4 élus, 4 ténors de l'Assemblée nationale, dont il faut remarquer 3 nouveaux élus. 3 nouveaux élus qui n'étaient pas députés il y a un peu plus d'un an encore, mais qui se sont imposés en quelques mois. Bonsoir Gilles Legendre. Bonsoir. Député La République En Marche de Paris, vous êtes vice-président du groupe, porte-parole de LREM à l'Assemblée, et vous êtes, disons, l'un de ceux qui a pris beaucoup de place ces derniers mois dans votre camp politique. Bonsoir Adrien Quatennens. Bonsoir. On pourrait dire la même chose pour vous. Vous êtes député France Insoumise du Nord et on vous a beaucoup entendu sur les différents débats. Bonsoir Valérie Boyer. Bonsoir. Députée LR des Bouches-du-Rhône, secrétaire générale adjointe des Républicains. Bienvenue à vous aussi. Et bonsoir à une autre néophyte, Emmanuel Ménard, député de l'Hérault, apparenté FN. Vous aussi, on vous a beaucoup entendu ces derniers mois. Avant de vous entendre les uns et les autres, les images de cette journée, si vous nous rejoignez, une grève dure, c'est une chose d'en parler, de l'annoncer, c'en est une autre de la voir et de la vivre. Chose vue et entendue, Jennifer Knock, Cathy Destou, avec toutes nos équipes de TF1 et de LCI. Je vous rappelle qu'il est strictement interdit de descendre dans les voies. Merci de rester sur le quai. J'ai attendu 1 heure pour prendre le train. Il y a eu 4 malaises, l'alarme qui a sonné 3 fois, enfin, c'est inadmissible. On a tellement souffert. De Villeneuve-Saint-Georges pour arriver ici, vraiment c'était de la galère, comme des sardines. Vous voulez avancer s'il vous plaît? Il y en a encore qui veulent monter, ce serait sympa, merci. Merci. Les gens n'arrivent pas à monter. On va perdre des jours de salaire, on va avoir des retards. Il fallait voir ce qui s'est passé dans le train. Il y avait des malaises, des femmes qui pleuraient, des enfants. C'est pas normal. On vient de Mennecy et il n'y a pas de train. Du coup, on est parti depuis 6h30, on est venu en voiture jusqu'à Corbeil. Vous prenez quand même le RER? Par obligation. Il y a beaucoup de monde sur la A6 en ce moment. Enfin, je sais pas, apparemment ils sont cul à cul, alors on va les laisser dans leur galère et nous dans la nôtre. C'est covoiturage ce matin, demain ce sera covoiturage. Et les 36 jours de grève, ce sera encore covoiturage. J'ai été informée, mais il faut faire avec. Je suis en période d'essai, donc je sais que ça risque aussi mon boulot. Mais je suis solidaire, totalement solidaire. Ce qui touchera les cheminots, un jour il nous touchera, il me touchera moi, il touchera plein d'autres Français. Tous ensemble, tous ensemble. C'est un bras de fer contre bras de fer, on va y aller. Nous on est là, on est prêt à faire 3 mois de grève et encore plus s'il le faut, à se battre. Tant qu'il y aura des gens qui se battront, on sera là. On gêne pas les Français, on se bat pour eux. Et nous aussi, nous sommes usagers et on se bat pour notre service public. Cheminots en colère. Faites du bruit les cheminots. Et on fait un tout dernier point à la gare de Lyon, parce qu'après ces images de la matinée, ce soir à la sortie des bureaux, c'est reparti. On retrouve Noé Gandillot sur place à la gare de Lyon.
Ouais, cette gare de Lyon qui commence à être complètement remplie. Regardez toutes ces personnes derrière moi avec des regards souvent inquiets. Tous regardent la même chose, ce panneau d'affichage. Ils espèrent bien sûr y voir leur train. Vont-ils rester à Paris ce soir? Vont-ils passer la nuit ici ou vont-ils réussir à rentrer chez eux? C'est bien sûr toute la question. La question, c'est aussi de savoir s'ils arrivent à rentrer dans un train, dans quelles conditions va se passer leur voyage, combien de temps il va durer. Regardez pour un Transilien, la somme de personnes qui attend à l'instant. On vient de voir un Transilien partir, il était plein à craquer. Alors va-t-on revoir les scènes qu'on a vues ce matin, des scènes de cohue? On a vu des gens quitter des trains bondés et à ne pas hésiter à marcher sur les voies. Et puis tout à l'heure sur les RER, on a vu des personnes rentrer dans des RER bondés, ne pas hésiter à rentrer par la fenêtre dans ces RER. Voilà, Noé Gandillon, on le retrouvera peut-être un peu plus tard. Gilles Legendre, que dites-vous ce soir à ces 4,5 millions de voyageurs quotidiens dans les trains qui vivent des heures très difficiles? Je crois qu'on peut évidemment leur manifester de la compassion sans remettre en quelque manière que ce soit le droit de grève, qui est un droit inaliénable. Ces images-là, on les a vues combien de fois, David Pujadas? 10 fois, 15 fois, 20 fois. Il y a maintenant une dramaturgie totalement installée du conflit social à la SNCF, qu'on a vu de manière répétée, 8 grands conflits qui ont abouti à des blocages complets du pays en 30 ans. Est-ce que ces conflits ont apporté quelque amélioration que ce soit à la situation de l'entreprise? Je sais qu'on en parlera plus tard du fond de la réforme, mais c'est quand même ça le vrai sujet. Est-ce que la grève, au début d'un processus de concertation, alors même d'ailleurs que la concertation commence à produire un certain nombre de ses fruits, est le mode de résolution normal de divergences parfaitement légitimes, tout à fait acceptables entre un gouvernement, une direction et des salariés. Nous avons là la preuve d'une forme d'archaïsme de la tradition sociale dans notre pays qu'il faut absolument résoudre. Adrien Quatennens, cette grève est archaïque au soir de cette première journée? C'est ce qui vous vient à l'esprit? Absolument pas, elle n'est pas archaïque, c'est même un combat plutôt moderne, un combat d'intérêt général. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, la grève, ça sème la pagaille dans le pays, et cette pagaille, c'est Emmanuel Macron qui la sème, puisqu'en réalité, il procède là à une réforme qu'il n'avait pas annoncée dans son programme. Il se targue souvent de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Eh bien là, en l'occurrence, rien de ça n'a été annoncé. Personne, que je sache, n'a voté pour qu'on réforme à ce point le service public. Ce qui est en cause, il faut bien le comprendre, avec cette grève, c'est l'intérêt général. Et la grève, ce n'est jamais agréable, mais on ne fait pas grève par plaisir, y compris celles et ceux qu'on a vus qui sont mobilisés. Vous savez, pour elles, eux, ce sont parfois des jours et des jours de salaire perdu pour se mobiliser. Finalement, s'il fallait résumer les choses, derrière l'intention affichée par le gouvernement d'amélioration des services, en réalité, l'intention réelle du gouvernement, c'est purement et simplement de passer à la photocopieuse de Bruxelles qui fait qu'avec les directives européennes, on doit de toute façon, si on suit cette idéologie, aboutir à la concurrence. Donc on voit bien qu'il y a toujours un deux poids deux mesures entre les intentions réelles et les intentions affichées. C'est une bataille qui n'est pas des cheminots pour les cheminots. Effectivement, ils se battent pour un modèle, quelque part aussi un peu pour ce qui fait notre République. Valérie Boyer, pensez-vous, vous, comme Gilles Legendre, que la grève c'est un peu archaïque aujourd'hui en 2018 ? Je pense que ce qui est archaïque, c'est la façon de négocier. Aujourd'hui, on voit le gouvernement qui est dans une forme de panique, puisque même le Premier ministre répond directement et n'envoie pas la ministre des Transports au banc pour répondre aux premières questions. Mais surtout, ce qu'il faut que les Français comprennent bien, c'est que ce n'est pas une réforme qui est voulue, c'est une réforme qui semble improvisée, un petit peu dans le désordre. Et c'est une mise aux normes de Bruxelles, la première chose. Et puis la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les propositions du gouvernement vont améliorer le service public. On va en parler dans un instant, mais un mot sur cette grève, sur cette journée. Cette journée, elle est très dure. Elle est d'autant plus dure que vendredi, la ministre a lâché beaucoup de choses, dont le retrait des ordonnances pour la mise en concurrence. Donc il y a eu une forme de négociation avec des choses qui ont déjà été lâchées. Et pourtant, le mouvement a lieu. Mais je pense que surtout, c'est une certaine forme de mépris à la fois vis-à-vis des usagers, mais aussi vis-à-vis des cheminots, puisque rien n'a été discuté. Et puis c'est une forme de mépris aussi de la représentation nationale. Nous, on est là pour représenter les Français. Les Français nous ont élus au mois de juin. Et on découvre que vendredi, Madame
Borne. Madame Borne lâche du lest aux négociations syndicales, que dans le week-end pascal, il y a des amendements qui sont déposés, qu'en 3 jours, on doit en discuter, sachant quand même qu'aujourd'hui, je suis désolée, mais l'Assemblée nationale n'a pas à être soumise au dialogue entre Sudrail et la CGT. Je veux dire, il y a une représentation nationale pour une réforme que le gouvernement nous vend comme une réforme d'ampleur, alors que c'est une simple mise aux normes de Bruxelles aujourd'hui. Pour résumer, Valérie Boyer, vous dites le gouvernement récolte ce qu'il a semé avec cette grève ? Je dirais que le gouvernement aujourd'hui semble surtout être pris de court pour une réforme qui est mal ficelée, qui est improvisée et qui le panique. Oui. Bon, on vous demandera, Gilles Legendre, si vous êtes pris de court. Emmanuel Ménard, quand vous voyez ces scènes, vous dites c'est le droit de grève, c'est l'expression d'un droit syndical, ou vous dites ça devrait appartenir à un temps révolu. Bien sûr que c'est le droit de grève, c'est évident. Mais moi, ce que je retiens surtout, c'est les scènes de galère pour les usagers. On a vu les images, mais vous vous rendez compte, les gens qui passent par les fenêtres, qui traversent les voies, au mépris de leur santé même. Enfin, je veux dire, c'est dangereux, ils auraient pu en mourir. On a dit qu'il y a 2 blessés, qu'on a répertorié 2 blessés aujourd'hui, des tonnes de malaise dans les rames. Et ça pourrait durer 36 jours dans les 3 mois qui viennent. C'est ça qui m'inquiète, effectivement, ça pourrait durer 36 jours. Mais moi, je vais vous dire, j'ai entendu une phrase tout à l'heure qui m'a marqué, une phrase très juste, de quelqu'un qui disait « Nous, on en a marre et on voudrait passer du statut de négligeable usager au statut de respectable client. » Alors peut-être qu'il y a quelque chose à en tirer de cette phrase qui me semble assez forte. Mais concrètement, ça veut dire les syndicats exagèrent ou le gouvernement essaye de passer en force? J'allais dire un peu des deux, excusez-moi. Vous renvoyez les deux dos à dos? Non, je ne renvoie pas les deux dos à dos. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être d'abord un respect du client qu'il faudrait instaurer. Et je pense que là, aujourd'hui, on est dans le respect ni de la part du gouvernement, ni de la part des syndicats. Alors, respect du client, peut-être qu'il faut parler du service minimum, on en dira un mot dans un instant. D'abord, Gilles Legendre, le gouvernement pris au dépourvu, le gouvernement qui ne s'attendait pas à ça. Adrien Quatennens et à Valérie Boyer, il n'y a pas de panique. Il n'y a pas de panique pour une raison très simple, c'est qu'il y a une personne qui connaît bien le programme présidentiel, c'est bien moi. Nous avions, dans notre programme présidentiel, annoncé une réforme ambitieuse des modes de transport. Parce que quand nous avions consulté les citoyens, nous savions que les conditions de transport, que ce soit dans les banlieues, que ce soit dans les zones désertées, rurales, que ce soit entre les métropoles régionales, c'était une catastrophe. Et c'était quelque chose qui remontait comme une évidence quand nous consultions les citoyens. Quand on dit panique, et quand Valérie Boyer dit panique, quand Adrien Quatennens dit improvisation, on pense à l'ampleur de cette grève. Mais non, mais est-ce que vous vous attendiez à ça? Non, attendez, on savait parfaitement que dès qu'on touche à la SNCF, c'est compliqué. Et ça n'est pas parce que c'était compliqué qu'il ne fallait pas le faire. Valérie Boyer dit le Premier ministre est monté au créneau tout seul. C'est pas vrai. La ministre des Transports a pris la parole 5 fois sur les questions au gouvernement cet après-midi. Mais attendez, quand les questions sont les mêmes, les réponses sont les mêmes. De ce point de vue-là, il y a de la constance. Le Premier ministre a donné le ton alors qu'il Il y a une grande différence entre nous et nos opposants et une partie des syndicats, c'est que nos opposants, quels qu'ils soient, et les syndicats, veulent faire de cette réforme un enjeu politique. Et si en plus elle échouait, alors là, tout le monde serait content. Bon. Notre position est radicalement différente. Nous ne cherchons pas quelque trophée que ce soit. Nous voulons réussir cette réforme pour la SNCF, pour ses voyageurs et pour ses cheminots. Au départ, il n'y a pas d'enjeu politicien pour nous derrière cette négociation. Vous dites ça, mais il n'y avait pas quand même la volonté de s'offrir un scalp, comme on a dit, et puis finalement, le scalp est peut-être plus difficile à obtenir que prévu. On nous avait dit la même chose sur les ordonnances travail. Et on nous avait dit, ils ont réussi les ordonnances travail, ils ont réussi le scalp. Nous avons toujours contesté cette analyse, parce qu'elle n'est pas conforme à la vérité et que par ailleurs, elle consisterait à faire de la provocation absolument inutile. Nous sommes dans la réalité d'un certain nombre de situations qui, dans notre pays, ont dérivé de telle manière que le service public s'est fortement dégradé. Il est de notre responsabilité de réussir des réformes que tous les gouvernements qui nous ont précédés ont tenté et qui ont échoué. Adrien Quatennens, un mot encore. Quand on voit les scènes dont parlait Emmanuel Ménard, quand on voit effectivement ce qui s'est passé, les gens qui rentrent par les fenêtres, les 2 blessés, vous dites on est prêt à faire 36 jours de cette grève-là s'il le faut? Et moi, ce que je dis surtout, c'est que ces scènes de pagaille que l'on voit sont le fait d'Emmanuel Macron et de la manière dont il s'y prend, en l'occurrence. Voilà, il faut dire les choses très clairement. Et puis dire aussi à toutes celles et ceux qui, vous savez, disent oui, la grève c'est insupportable. Juste rappeler une chose, il y a des avancées sociales dans ce pays qui ont été acquises, qui sont le fait de grève.
Moi, je demande à toutes celles et ceux qui aujourd'hui n'ont qu'à se plaindre des grèves. On s'en plaint tous. Je veux dire, la grève se passe jamais forcément dans le bon ordre. C'est difficile pour tout le monde. Et je l'ai dit tout à l'heure, d'abord pour celles et ceux qui la font. Mais par exemple, les congés payés, dont tout le monde est à peu près content de bénéficier dans ce pays, ne sont pas tombés du ciel par la divine providence. Ils ont été acquis par la grève. Donc là, en l'occurrence... Et par le Front populaire quand même. Oui, mais d'abord par la grève. Et en l'occurrence, je veux vraiment le dire, le gouvernement prétend vouloir améliorer le service. Ce n'est absolument pas ce qui est en jeu. D'ailleurs, quand on regarde y compris les enquêtes d'opinion, les Français sont plutôt satisfaits du service de la SNCF. Quand on regarde les résultats... Nous ne devons pas connaître les mêmes, Adrien Quatennens, ni regarder les mêmes sondages. Mais bien évidemment, de la même manière sur la question des bénéfices de l'entreprise et de ses résultats, vous avez pu voir que quand Édouard Philippe a dit voilà, c'est une catastrophe, les chiffres de la SNCF ont été publiés après. En réalité, tout ça est faux. Non, mais à un moment donné, vous avez pour vous votre cohérence qui est de vouloir à tout prix traduire les directives d'idéologues qui nous viennent tout droit de Bruxelles, qui, quel que soit le secteur, monsieur Legendre, vous le savez, que ce soit l'énergie, le rail ou que vous vendiez demain des bananes, veulent que ce soit l'ouverture à la concurrence. C'est de la pure idéologie. Et on voit par ailleurs que dans des pays où ça a été fait, je pense par exemple, on pourra en prendre d'autres, au Royaume-Uni, le résultat c'est que c'est une augmentation des tarifs de plus de 27% et une pagaille tellement indescriptible que les gens veulent revenir en arrière. Il vous reste encore, monsieur Legendre, à faire la démonstration que l'ouverture à la concurrence, qui est votre Graal absolu, va améliorer le service. Pardon Adrien Quatennens, de rester encore un moment sur la grève, excusez-moi, et de se demander quand même ce qu'il est advenu de ce fameux service minimum qu'un ancien président de la République avait instauré, dont il vantait les mérites il y a quelques années. Écoutez Nicolas Sarkozy, c'était au Havre en 2011. C'est pas simplement qu'on se mettait en grève, enfin, c'est qu'on se mettait en grève puis on paralysait tout. Ça, c'est pas ça le droit de grève. Avec le service minimum, quand il y a grève, les trains fonctionnent, les avions fonctionnent, les bus fonctionnent, les métros fonctionnent. Ça s'appelle la démocratie, ça s'appelle un état de droit. Aujourd'hui, quand il y a une grève, plus personne ne s'en aperçoit, disait Nicolas Sarkozy. Alors qu'en est-il de ce service minimum qu'on n'a pas beaucoup vu aujourd'hui? Eh bien, on va démêler le vrai du faux. Voici les indispensables avec Justine Corbillon. Bonsoir Justine, c'est vrai qu'au soir de cette journée, la question revient. Alors, première affirmation, ce service minimum, ça signifie qu'il y a de toute façon un minimum de trains en circulation sur chaque ligne. Vrai ou faux? Eh bien non, c'est complètement faux, David, et c'est d'ailleurs un peu ce qui est trompeur avec cette expression. En fait, la loi sur le service minimum n'impose en réalité à la SNCF que d'assurer un service garanti. Ça veut dire qu'en fait, l'entreprise peut par exemple redéployer son personnel non gréviste pour essayer de contenir l'afflux là où il y a des problèmes sur les lignes. Mais en revanche, s'il y a 100% de grévistes, il y a 0% de trains. C'est d'ailleurs exactement ce qui s'est passé dans beaucoup de régions en France aujourd'hui. On n'a pris qu'un exemple parmi tant d'autres. Regardez aujourd'hui la gare de Toulouse. Normalement, 400 trains par jour y circulent. Eh bien aujourd'hui, il y en avait 0. Donc, service garanti, en fait, c'est une manière de dire qu'il faut se déclarer avant, mais ça ne veut pas dire qu'il y a la garantie d'un minimum de service. On est bien d'accord. 4 heures à l'avance. Et voilà. Ça permet quand même à la direction de la SNCF. Ça permet d'informer. Ça permet d'informer les usagers, mais pas de garantir un minimum de train. Éviter les cohues dans les gares, au-delà du raisonnable, même si elles demeurent quand même. Et ça permet aussi de confirmer les services qui sont garantis. Par exemple, vous avez des trains ou des avions qui ont été confirmés. Alors justement, pour assurer un service minimum, la SNCF peut obliger certains cheminots à travailler, c'est vrai ou c'est faux? Alors là, c'est encore une fois complètement faux. En fait, là-dessus, tout simplement, c'est le texte de loi du 21 août 2007 qui fait loi. Et vous allez voir qu'en aucun cas, il n'autorise les entreprises de transport à réquisitionner des agents pour assurer ce service minimum. En revanche, et vous le disiez tout à l'heure, il oblige le cheminot gréviste à déclarer 48 heures au moins à l'avance qu'il a l'intention de se mettre en grève. Comme ça, la compagnie peut s'organiser. Là encore, en revanche, il y a une exception. David, on n'en parle pas souvent. En cas, de menace grave pour la sécurité nationale du pays, il existe un code de la défense. Et à ce moment-là, l'État peut réquisitionner des employés grévistes pour sauvegarder l'ordre public. C'est rarissime. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1920. En 1920. Une grève des cheminots a paralysé le pays. On sortait à peine de la Première Guerre mondiale. Et le président Alexandre Mitterrand a déclenché le code. Il a brisé la grève des cheminots. Une méthode qui, évidemment, est plutôt radicale. Ça existe pour les médecins. Voilà, il y a près d'un siècle. Troisième affirmation, la SNCF, pour assurer quand même un service minimum, peut embaucher des prestataires
pour remplacer les salariés grévistes. Vrai ou faux? Encore, en aucun cas, c'est complètement faux, c'est illégal. D'ailleurs, ce serait trop simple, il n'y aurait pas d'impact dans ce cas-là sur cette grève. En revanche, à l'époque, ça se faisait. Ces intérimaires, on appelait même ça des briseurs de grève ou encore des jaunes. En fait, ils voulaient casser la mobilisation, ils voulaient saboter le mouvement. Depuis le début des années 70, c'est interdit. La grève est un droit constitutionnel et l'entreprise, on l'a dit tout à l'heure, ne peut faire appel qu'à ses propres salariés. Par ailleurs, on ne s'improvise pas conducteur de train, Exactement. En 24 heures. En 24 heures. Donc on a bien compris que c'est plutôt information minimum que service minimum. Il y a sans doute eu un petit malentendu sur cette loi. Un dernier point. Un cheminot, lorsqu'il est en grève, peut malgré tout être payé, vrai ou faux? Là encore, c'est une idée reçue qui est complètement fausse. La loi est très claire là-dessus. Chaque jour de grève déposé, on a pris par exemple le jour d'aujourd'hui, le 3 avril, correspond à 1/30 de salaire en moins. Une journée non travaillée, elle n'est pas payée. Dans cette logique, si on reprend ce calendrier que vous voyez, qui sont les journées de grève du mois d'avril pour les cheminots, il y en a 12, ça fera 12/30 de salaire en moins. C'est tout de même 40% de retenue de salaire sur un mois, c'est ce qui attend les cheminots. Sauf que ça pourrait en fait être bien pire, c'est la polémique du moment. La direction de la SNCF considère que cette grève n'est pas perlée, mais continue. C'est une seule et même grève qui s'étale dans le temps et elle pourrait donc effectuer des retenues de salaire plus importantes, même les jours où les grévistes sont considérés comme en repos. Ça, ce sera peut-être matière à négociation. Oui, Gilles Lejean. Sur ce point-là, le droit de grève est irréductible. Le Premier ministre a commencé son intervention cet après-midi là-dessus et on est tous alignés là-dessus. Nous n'avons pas à critiquer les grévistes parce qu'ils font grève. Dites-le quand même à certains de votre majorité. Parce que vous le faites. Vous le faites correctement, attendez, monsieur Lejean. N'essayez pas de. Mais par exemple, monsieur Attal, vous savez qu'il a déclaré il y a la grévitude dans le pays. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à la grève. Non, mais attendez, il n'a pas contesté le droit de grève un seul instant. Et ça, personne ne le conteste. Il y a juste un tout petit sujet, à partir des statistiques qui nous ont été démontrées. Il y a 34% de grévistes, beaucoup moins que ce qui avait été annoncé par la direction de la SNCF. On va voir les panneaux. 34%. C'est-à-dire qu'avec 33,9, c'est vrai, 34%, le 22 mars, c'était davantage. Mais si on regarde les professions, les catégories qui font circuler les trains, on a voilà, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie de la grève. Elle est respectable et les personnels ont le droit de mettre en place la stratégie, mais il y a quand même quelque chose d'un tout petit peu problématique par rapport aux 66% des salariés de la SNCF qui ne voulaient pas faire grève et qui sont entraînés dans un conflit auquel ils ne prennent pas part, mais qui finit par bloquer leur entreprise d'une manière exagérée. Alors, vous avez le droit de grève irréductible de ceux qui font grève, mais vous avez aussi le droit à travailler et à offrir un service correct par ceux qui veulent continuer à travailler, qui aujourd'hui, ce droit n'est pas respecté. Je dis pas que votre réforme. Ça serait trop facile. Et par ailleurs, dernier point, ce système de grève perlée, je pense, a été une erreur. Car pour les usagers, c'est tout de même une sorte de jeu de loi, de supplice chinois, en fait, qui n'a quand même... Dans la tranquillité, non, où ça ne se voit pas, comme disait M. Sarkozy. Pas du tout. Non, pas du tout. Mais on ne joue pas avec la grève. Vous soutenez le droit de grève, mais quand il n'y en a pas. Il y a dans cette stratégie la grève perlée, c'est une nouveauté, Adrien Quatennens. C'est la forme idéale. Vous trouvez ça astucieux? Oui, bien sûr. Parce que ça permet aux cheminots de ne pas avoir trop de salaire retiré. Mais par contre, c'est vrai que c'est beaucoup d'incertitudes. Il va y avoir demain soir un test très intéressant. Est-ce que le trafic sera normal jeudi ou est-ce que du fait des 2 jours de grève de mardi et de mercredi, on va être dans du désordre jeudi, vendredi et les jours suivants? Adrien Quatennens, je pense qu'on pourrait passer beaucoup de temps dans cette émission à dire que la grève est pénible. Effectivement, je l'ai dit, elle l'est pour les usagers comme pour ceux qui la font. Mais peut-être qu'il faudrait qu'on s'intéresse, et ça va être le débat on va y arriver, mais du fond. Sur le service minimum, quelle utilité? Sur le service minimum. Emmanuel Ménard, est-ce qu'il faudrait établir un réel service minimum? Oui, moi je trouve qu'il faudrait un réel service minimum parce que je trouve que on l'a vu tout à l'heure dans le reportage que vous avez montré, la dame qui dit moi je suis en période d'essai, je joue mon boulot, elle dit je suis solidaire avec les grévistes, mais oui, enfin si vraiment elle joue son boulot, je pense qu'elle sera plus solidaire très longtemps. C'est pas les grévistes qui ciblés, c'est Emmanuel Macron et son gouvernement, ceux qui mettent la pagaille, c'est pas les... Ça tourne à l'obsession chez vous, hein? Comme chez vous. Non, mais clairement si, je veux dire, ce gouvernement n'a pas annoncé ce qu'il faisait. Là, on parle des modalités de la grève. Pardonnez-moi, la réforme, on va en parler longuement. On pourrait parler des modalités de négociation de ce gouvernement. Maintenant, on le connaît, à chaque fois, c'est la même chose. Un rapport prétendument indépendant. Ce que vous appelez des concertations. Elle termine, Emmanuel Ménard. Nous disent on est reçu, mais on ne nous écoute pas. Terminé, Emmanuel Ménard. La grève perlée, pour prendre un exemple très précis, on a annoncé une grève aujourd'hui et demain. En fait, elle a commencé lundi soir et elle finira jeudi. Matin. Jeudi matin. Mais bon, et elle reprend quand?
Elle reprend samedi soir. Elle reprend samedi soir. Donc, en réalité, elle va redémarrer, samedi soir. Donc, on aura eu 2 jours de battement à peu près tranquille. 2 jours de battement, mais vous imaginez la paralysie du pays ? 3 mois comme ça. Mais ça s'appelle la grève, Madame Bénard. Oui, c'est pas juste un chemin de traite comme ça. Est-ce que j'ai dit le contraire ? Simplement, là, vous prenez en otage... Vous avez l'air des modalités. Mais arrêtez avec ce... Ça, par contre, arrêtez. Surtout dans le contexte qu'on connaît. Ça, j'en ai, pour le coup, par-dessus la tête. D'entendre ces propos, prise d'otage, etc. Il manque plus que le reportage. Non, moi, je parle pas de prise d'otage, en l'occurrence. Arrêtez. Soyez dignes, en plus, des moments que nous venons de vivre. Vous pouvez pas utiliser ces termes. Moi que vous faites ce reproche-là. Mais attendez, arrêtez d'utiliser ce vocabulaire belliciste en parlant des grèves. Il y a un rapport de force sociale, mais arrêtez, parlez pas de prise d'otage. Demandez leur avis aux gens qui passaient par les fenêtres pour pouvoir prendre le train. Vous croyez que ça les amusait ? Peut-être qu'ils préféraient rester chez eux. Mais bien évidemment, ils préféraient que Macron ne réforme pas la SNCF. Valérie Boyer, est-ce qu'il faudrait un service minimum, un réel service minimum ? Moi, je pense que le premier pas du service minimum, c'est l'information. Et ça, c'est resté de la loi de 2007. Ça, on y est. Mais le second est bien évidemment que quand il y a monopole de service public, il faut un service minimum. Vous savez, c'est pas moi qui vais vous dire l'inverse. J'ai déposé une proposition de loi pour le service minimum dans le service de la propreté. Parce que quand il y a des grèves des éboueurs et quand il y a des grèves de la propreté, il y a des problèmes de salubrité publique qui sont extrêmement importants. Et on ne peut pas rester comme ça. Donc vous êtes à un moment donné, moi, je suis pour un service minimum et je suis aussi pour une négociation claire. Et je ne considère pas que le transport public, c'est le monde d'avant. Et c'est la raison pour laquelle je crois que quand tout à l'heure, je disais que le gouvernement paniquait, c'est parce qu'il a été effectivement pris de court par le caractère totalement inédit de cette grève. Et effectivement, à caractère inédit par rapport à cette grève perlée et à cette grève qui dure longtemps et avec la volonté évidemment des syndicats de coaguler les mécontentements, eh bien, il y a vraiment, à mon avis, en tout cas, c'est ce qu'on observe, c'est évidemment issue probablement inédite également. La convergence des luttes, est-ce qu'on y va ou pas ? Emmanuel Macron, comment gère-t-il cette grève ? Et la réforme, bien entendu, est-ce qu'elle est de bonne aloi ou est-ce qu'elle est inutile ? On continue à en parler dans un instant. À tout de suite. Merci de nous retrouver. La question du jour, grève SNCF, qui va céder ? Question qu'on pose au soir de cette première journée de forte mobilisation, de fortes perturbations. On a vu ces images impressionnantes tout à l'heure. On en parle avec nos 4 invités politiques. C'est le grand débat politique ce soir, avec Gilles Legendre, député LREM, avec Adrien Quatennens, député La France Insoumise, avec Valérie Boyer, député LR, et avec Emmanuel Ménard, député apparenté FN. Alors cette grève, eh bien, elle continue demain. Regardez d'abord les prévisions de trafic données tout à l'heure par la SNCF, il y a un peu plus d'1 heure et demie. En gros, c'est la même chose. Un TGV sur 7, c'était 1 sur 8 aujourd'hui. On est dans les mêmes eaux, un TER sur 5, un Transilien sur 5, un Intercité, les ex-Corail sur 8. Et chacun, ce soir, a pris position à l'issue de cette journée. On va entendre le gouvernement dans un instant. D'abord, la parole aux cheminots. On est allé à leur rencontre parce que les cheminots, ça y est, ils tiennent leurs assemblées générales les soirs de grève dans les dépôts. Antoine Bourdarias et Hélène Bonnet étaient à Trappes. Regardez, écoutez. Qui est pour reconduire la grève jusqu'à demain 10h, avec Assemblée Générale ici demain à 10h. C'est le premier jour d'un grand mouvement social qui s'annonce assez long. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui ? Plus motivé que jamais. Plus de 100 personnes à énager sur un site comme Trappes, c'est énorme. Le nombre de grévistes était majoritaire et il y avait presque un quart de l'effectif qui s'est déplacé à l'Assemblée Générale malgré les difficultés que vous connaissez de transport. Donc ça indique aussi une volonté de ne pas faire grève à la maison mais de faire une grève active. Est-ce que vous pensez qu'au bout du compte, le gouvernement va reculer ? Je pense que le gouvernement peut reculer, mais ça dépend de nous. Maintenant, toute la question, ça va être de savoir est-ce que ce sera juste une expression de la colère sur 2 jours ou est-ce qu'au contraire, les cheminots vont trouver la force en eux pour continuer le temps qu'il faudra pour faire plier le gouvernement. Il ne faut pas oublier que la victoire des cheminots, elle ne passera pas uniquement par une grève forte au chemin de fer, elle passera par une extension de la grève à un maximum de secteurs. C'est la SNCF aujourd'hui qui est en mesure de faire exploser un mouvement social plus général, plus large ? En tout cas, ce qui est sûr, je ne sais pas si on est l'étincelle, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir qu'on se montre déterminé. Si on se base sur 95, qui était une grève historique, ça a commencé petit.
et on voit le résultat que ça a donné. On n'en est pas encore à une grève générale, il ne faut pas se raconter d'histoire, mais en tout cas les ingrédients sont réunis pour que la grève se généralise. Et ça, ces ingrédients-là, les cuisiniers, c'est nous en fait. Donc c'est à nous de mettre les ingrédients dans la marmite et c'est à nous de faire bouillir la marmite de la lutte sociale. Et c'est ce à quoi on s'emploie aujourd'hui et c'est le but de ces assemblées générales. On voit bien la détermination, on voit bien aussi l'ambition, hein. Ces mots de grève générale, ça ne fait peur à personne. Et le gouvernement de son côté, eh ben, ça se passait à l'Assemblée tout à l'heure. On tiendra. Elisabeth Borne et d'abord Édouard Philippe, écoutez. Je respecte les grévistes. Ils ont le droit de grève. Mais reconnaissez avec moi, monsieur le député, que si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent aller à leur travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés. Que les millions de Français qui veulent se déplacer doivent également être entendus. J'entends autant les grévistes que ceux qui veulent aller travailler, qui veulent continuer à vivre, à travailler. Ceux-là aussi ont le droit à notre respect. Et je voudrais, permettez-moi de le dire, les saluer, car ils ont des jours difficiles devant eux, la grève ayant été organisée pour porter un impact maximal aux usagers et aux clients de la SNCF. Je pense d'abord aux usagers qui ont été pénalisés ce matin et qui seront de nouveau pénalisés ce soir. Et les usagers qui ne comprennent pas les raisons de cette grève. Est-ce qu'on va privatiser la SNCF ? La réponse est non. Nous allons investir plus que jamais pour améliorer le réseau ferré. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de cette réforme, tout simplement, et d'abord me tourner vers vous, Gilles Legendre. Est-ce que l'ouverture de la concurrence sur les lignes, c'est la garantie qu'on aura une SNCF, enfin plutôt un trafic ferroviaire qui fonctionnera mieux qu'aujourd'hui ? Oui, pour plusieurs raisons. D'abord, la concurrence, et tous les exemples le prouvent, permet d'améliorer la qualité de service, la richesse de l'offre, le nombre de tarifs, le nombre de lignes ouvertes. Quels exemples ? Eh bien, les pays allemands, par exemple, les pays anglais. Alors, il y a une période d'adaptation au début qui est compliquée, mais c'est celle que nous vivons aujourd'hui. Et le monopole porte aussi ces complications. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème du passage du monopole à la situation de la concurrence. Mais il y a une condition pour que la concurrence fonctionne. C'est que précisément, l'entreprise se transforme. Et ça, c'est vrai dans toutes les entreprises. Aujourd'hui, vous avez une demande des clients sur l'ensemble des activités économiques qui est infiniment plus exigeante. Ils veulent de la qualité, ils veulent du tarif, ils veulent de la diversité, ils veulent de la réactivité. C'est vrai dans tous les types d'activités. Et toutes les entreprises, aujourd'hui, se transforment. C'est vrai dans tous les secteurs. Pourquoi il n'y aurait qu'un seul acteur, l'acteur ferroviaire principal, aujourd'hui unique, qui pourrait rester à l'écart de cette transformation. C'est ça l'enjeu de cette réforme. Alors Adrien Quatennens, la concurrence, l'ouverture à la concurrence n'a-t-elle pas fait ses preuves dans les pays voisins, mais aussi dans certains secteurs comme les télécoms par exemple? Non, elle n'a pas fait ses preuves. Alors le gouvernement, je le comprends, il essaye de faire en sorte d'avoir un clivage entre les grévistes et les usagers, alors qu'en réalité, d'ailleurs on le voit, de plus en plus d'usagers soutiennent le mouvement contre le gouvernement. C'est bien le gouvernement sur la réforme et sur l'ouverture à la concurrence. Sur la réforme, sur le fond, je l'ai dit, le gouvernement prétend que son souci premier est d'améliorer le service. Je conteste absolument cette affirmation, c'est faux. Son souci premier, c'est d'être le bon élève de l'Europe du fric et donc de traduire les directives européennes en passant à la photocopieuse, comme ça vient d'être fait, M. Pujadas, récemment. C'est pas lui qui a pris la décision. Sur le secret d'affaires. Alors certes, c'est pas lui qui a pris la décision, mais rien ne l'empêche de désobéir. Et quand on prend des décisions qui ne sont pas dans le bon sens, en tant que gouvernement, on peut décider de désobéir. Ce qui est en cause, en réalité, c'est bien cela. Alors pour cela, il s'attaque par exemple au statut, pour une raison simple. C'est qu'en mettant fin au statut, Édouard Philippe offre un gage à tous les acteurs privés qui demain vont venir se positionner sur le marché et qui n'auront plus à s'encombrer d'un statut protecteur, éventuellement d'un coût du travail, comme ils disent, trop élevé. Mais moi, je veux le dire, quelle est la différence principale entre un service public et le service privé ? Un service public n'a pas d'objectif de rentabilité. Il a pour objectif de rendre un service, y compris dans des endroits où ce n'est pas rentable. Mais regardez les chiffres là où de la SNCF ne sont pas si mauvais que ça. Par ailleurs, vous prenez l'exemple allemand. Attendez, je voudrais terminer. Vous prenez l'exemple allemand régulièrement. D'abord, en Allemagne, le prix du billet
est plus cher, premier point. Et deuxième point, en Allemagne, figurez-vous, et là peut-être que le gouvernement va pouvoir avancer sur ce point, c'est que l'État a repris la dette de l'opérateur historique. Parce que je voudrais quand même insister sur un point. Il est possible que nous fassions de même, comme vous le savez, M. Quatennens. Je vais terminer, s'il vous plaît. Je voudrais terminer pour une fois mon propos sans être coupé. On parle beaucoup de la dette de la SNCF. C'est une dette d'abord qui est un héritage historique d'avant la création de la SNCF, des compagnies privées, mais surtout sur un point. On a surinvesti dans les lignes à grande vitesse et parfois on a creusé la dette. Je prendrai juste un exemple qui va parler à nos téléspectateurs. Quand on dit la SNCF, c'est la gabegie, c'est la dette. Vous prenez la ligne Bordeaux-Tours. Cette ligne a coûté 7,5 milliards d'investissement. Sur ces 7,5 milliards, vous avez un acteur privé, la filiale de Vinci, l'ISEA, qui a accepté de mettre 2,5 milliards. Tout le reste, c'est la puissance publique. Pourtant, c'est bien l'acteur privé qui, pendant les 44 prochaines années, va récupérer l'intégralité des péages. Et donc, cette ligne est en déficit structurel. Ça coûte 250 millions à la SNCF une concession, par an. Oui, un partenariat public-privé qui creuse la dette. La réalité, c'est que vous le savez comme moi, Monsieur Legendre, et vous ne pouvez pas être naïf sur ce point. Le rail, c'est un marché juteux. Et comme ça a été avant le cas sur l'énergie, on crée de toutes pièces. Et c'est ça qui est. C'est en ça que c'est de l'idéologie. Avant d'entendre Valérie Boyer, Emmanuel Ménard, votre réponse, c'est comme pour l'énergie, on a créé artificiellement un marché. C'est au point si absurde que, par exemple, dans le cas de l'énergie, quand les acteurs privés sont arrivés pour concurrencer l'opérateur historique, on a obligé l'opérateur historique à revendre sa production presque à prix coûtant pour artificiellement faire la concurrence. C'est de la pure idéologie. Les idéologues, on brade les bijoux de la couronne rapidement, Gilles Legendre, parce qu'il faut faire tourner la parole. Le rail n'est pas l'autoroute. Ce que vous dites sur les opérateurs de transport ferroviaire est inexact. Il se trouve que nous avons les champions mondiaux des opérateurs ferroviaires à l'étranger. Transdev, Keolis et le troisième dont j'ai oublié le nom. Peu importe. Si, Keolis. Et donc, ces opérateurs, quand ils opèrent à l'étranger, ont des marges extrêmement réduites. Elles sont rentables, mais elles ont des marges réduites précisément parce qu'elles agissent dans un contexte où les puissances publiques, que ce soit les pays ou les collectivités locales, obligent à des concessions qui sont calculées au plus près. L'entreprise doit être rentable parce que sinon elle n'a aucune raison d'opérer, mais elle ne dégage pas des profits. Juste un mot là-dessus, Adrien Quatennens. Ce que dit Gilles Legendre, c'est que la SNCF finalement à l'étranger, elle opère en tant qu'opérateur indépendant, privé, entre guillemets, sur des marchés. Keolis. Alors, est-ce qu'on le fait à l'extérieur? Est-ce qu'il ne faut pas le faire aussi à l'intérieur? Moi, je pense sincèrement que, y compris pour faire face à certains grands défis, je pense par exemple au défi climatique. Vous voyez, moi, ce qui m'énerve un peu dans ce projet de loi aussi, c'est que quand je l'analyse, quand je le lis, on voit 86 fois le mot concurrence qui est comme ça asséné, 0 fois le mot écologie, par exemple. Regardez, récemment, il y a eu la libéralisation du fret. Qu'est-ce que ça a produit? On a vu de plus en plus de reports de marchandises sur les routes, ce qui est une absolue gabegie écologique. À cette heure, il y aurait bien plus intelligent à faire. Sans doute faut-il peut-être améliorer le service, mais pas le faire. Non, mais l'ouverture. Moi, ce que je vous demande de démontrer, c'est que l'ouverture à la concurrence améliore le service. Vous ne m'avez pas répondu. Répondez-moi, monsieur Legendre, sur la question du Royaume-Uni. L'ouverture à la concurrence. Au Royaume-Uni, 2 Anglais sur 3. Il va vous répondre, mais je voudrais entendre Valérie Boyer, Emmanuel Ménard. Valérie Boyer, l'ouverture à la concurrence, c'est la garantie d'un meilleur service pour vous? Je ne sais pas si c'est la garantie d'un meilleur service, mais ça dépend des conditions dans lesquelles cette ouverture va se faire. Premièrement, moi, je voudrais dire que mon parti politique est vraiment, bien sûr, toujours ouvert à la réforme de la SNCF. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va faire de la dette? La dette, c'est 47 milliards d'euros. 47 milliards d'euros cumulés, ça représente à peu près 700 euros par Français. C'est-à-dire que ça... 47 millions. L'évasion fiscale, 1600 47 milliards d'euros, c'est 700 euros par Français. Ça permet aux Français de situer un peu ce que ça veut dire. Et ce que je déplore dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est qu'on fait souffrir les Français par cette grève, on fait souffrir les cheminots aussi également, mais que cette réforme est une réformette parce qu'il n'y a rien sur les retraites. Les retraites, c'est tous les ans. Le gouvernement a dit les retraites, ce sera la fin du quinquennat pour tout le monde. D'accord. Non, mais pas seulement pour la SNCF. Pas la fin du quinquennat. Les retraites, c'est quand même 3,7 milliards d'euros tous les ans pour les retraites des cheminots qui sont abondées par, par la puissance publique pour les cheminots. Il y a cette dette de 47 milliards, donc 700 euros à peu près par Français. Et puis aujourd'hui, la seule question qui vaille, c'est est-ce que ça va améliorer le service public? Et ce que je constate, tout à fait, ce que je constate, c'est que on
on a 2 types de lignes. Les trains à grande vitesse, dont on a beaucoup parlé, sur lesquels on a énormément investi, qui coûtent cher, mais qui rendent un grand service et qui sont aussi un fleuron de l'industrie française. Et puis, on a toutes ces petites lignes, tous ces TER, dont la gestion et en tout cas l'entretien est donné aux régions. Soyons cohérents. On ne peut pas dire d'un côté, il faut améliorer les transports et améliorer les transports sur les petites lignes. Dans cette réforme, il n'y a rien sur les petites lignes, sauf que on est en train d'étrangler les collectivités territoriales, c'est-à-dire les régions, et en même temps, toujours en même temps, on leur demande d'investir sur ces petites lignes. Et ces petites lignes sont un enfer. Moi, je vous assure qu'en PACA, c'est vraiment un enfer. Vous savez ce qu'on peut vous objecter. La réforme ne va pas assez loin. Sur d'autres points, elle est paradoxale vis-à-vis des régions. Mais qu'a fait les gouvernements que vous souteniez? Qu'ont fait les gouvernements que vous souteniez? Je vous signale que ça fait quand même quelques années que nous sommes dans l'opposition, malheureusement. Ça fait quand même, c'est la 7e année d'opposition que nous entamons. Donc aujourd'hui, sur cette réforme, nous la soutenons, mais ce que je déplore, c'est que ce sont des embêtements maximaux pour les usagers, une angoisse importante, et pour une réforme qui ne va pas au bout. Mais c'est toujours la même chose avec Macron. On vous a entendu. Tout dans les titres et il n'y a rien dans les articles de loi. Emmanuel Ménard, alors qu'on aperçoit des images en direct, c'est la gare de Lyon qu'on voit en direct. Regardez, la gare de Lyon. Les embêtements maximum. C'est l'heure de la sortie des bureaux. Regardez ce qui se passe en ce moment à la gare de Lyon. Là, on est en plein chaos. C'est ça le nouveau monde. Visiblement, tout le monde attend des trains qui n'arrivent pas, 1 ou 2 prévus sans doute. En tout cas, voilà cette grève, elle produit ses effets. C'était annoncé, il faut bien le dire. La SNCF avait vu juste. Ça n'empêche pas, évidemment, ces scènes d'attente, ces scènes d'agacement, ces scènes de chaos parfois. Emmanuel Ménard, la mise en concurrence, est-ce que vous pensez que c'est le Graal pour un meilleur service ? Malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, donc j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que la SNCF ne va pas bien aujourd'hui. Et on ne peut pas dire que la SNCF se porte bien aujourd'hui. Depuis 2011, le trafic ferroviaire ne cesse de chuter au bénéfice des autres modes de transport. Donc on ne peut pas dire 33,5 milliards d'euros. On ne peut pas dire que la bénéfice SNCF va net bien. de 679 millions d'euros. Une phrase sans que vous m'interrompiez, ça me serait très agréable. Si 47 milliards de dettes, comme l'a dit Valérie Boyer. Je pense qu'on ne peut pas s'asseoir dessus comme ça. Et c'est bien beau de dire... Je connais un président qui était là il n'y a pas si longtemps et qui disait « c'est pas grave, c'est l'État qui paye ». Sauf que l'État qui paye, c'est les Français. Donc, comme le dit Valérie Boyer, les 47 milliards de dettes, c'est 700 € par Français. On a du mal à percevoir du côté du Front National, c'est de savoir si vous défendez... Je vous rappelle que je ne suis pas au Front National. Vous n'êtes pas au Front National, mais vous êtes apparenté. Même pas apparenté. J'ai été vous avez été élu avec le soutien du Front National. De l'Union des droites. Mais est-ce que le courant que vous représentez est favorable au service public à la française et à ne rien toucher, ou est-ce qu'il pense qu'il faut que ça évolue, qu'il faut par exemple en finir avec le statut des cheminots? Encore une fois, je parle en mon nom propre. Tout à fait, en votre nom. Front National. Sur le statut par exemple. Mais bien sûr qu'il faut une réforme du statut. C'est évident. On ne peut pas continuer en fait à offrir les mêmes avantages à une entreprise et aux gens qui travaillent alors qu'on est en 2018 et on continue à avoir les mêmes avantages. Mais on pourrait niveler par le haut alors. Mais est-ce que je peux niveler par le haut? Monsieur Pujadas, économiquement parlant, ça ne marchera pas. Donc à un moment donné, il faut avoir une règle qui est la règle du pragmatisme. Vous dites alors vous n'avez pas de boule de cristal. Pourquoi est-ce que vous pouvez dire que niveler par le haut n'irait pas? Pourquoi niveler par le haut n'irait pas? Parce que économiquement parlant, vous faites comment? Vous avez vu la situation économique de la France? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Écoutez, on dit que les indicateurs repartent au vert, que tout va mieux. 1000 milliards de dettes. C'est ça en réalité. Mais c'est ça que provoque la concurrence, Madame Ménard. Vous devriez, là pour le coup, vous devriez être opposé aussi à ça, aux traductions des directives européennes. Parce qu'en réalité, ça pousse au moins-disant social. C'est ce qu'on voit. Monsieur Legendre ne m'a toujours pas répondu. Au Royaume-Uni, l'application zélée des directives européennes fait que les prix ont augmenté de 27%. Et quand le gouvernement Restons sur le statut si vous le voulez bien. Gilles Legendre, on nivelle. Alors terminez Emmanuel Ménard, terminez. Sur les gens qui travaillent bien. Les gens qui travaillent bien, et c'est pareil dans toute la fonction publique, ils n'ont rien à craindre de la refonte du statut. Parce que les gens qui travaillent bien, ils continueront à avoir du boulot.
Voilà, c'est la seule chose que je veux dire. Donc la réforme du statut, c'est pas un problème en soi. Il faut aller de l'avant. Gilles Legendre, est-ce qu'on nivelle par le bas en mettant fin au statut des cheminots? Est-ce qu'on nivelle par le bas? Première chose, nous ne mettons pas fin au statut du cheminot pour les cheminots actuellement en fonction. Il faut le rappeler. Je vous mets au défi de trouver dans cette loi une disposition qui revient sur un avantage. C'est bien la preuve qu'ils ne se battent pas pour eux-mêmes. Ils se battent pour les suivants, monsieur Legendre. Deuxièmement, on sait que c'est un argument, mais non. Nous considérons nivellement par le bas, dit Adrien Quatennens. Non, c'est faux. Mais non, c'est vrai. Il y a un certain nombre de métiers à la SNCF qui, en raison des contraintes qu'ils imposent en termes de sécurité, de rythme, d'horaire, justifient un traitement particulier. Il y a deux manières de prendre ce traitement particulier. Celui qu'on a utilisé pendant des décennies, qui est en effet un statut, qui a introduit énormément de rigidité, y compris aux dépens des cheminots. Beaucoup d'entre eux sont prêts à le reconnaître. Et il y a une autre façon de le faire, c'est de reconnaître les contraintes particulières, les suggestions particulières qui pèsent sur certaines catégories de salariés de la SNCF, notamment les conducteurs, les aiguilleurs, les contrôleurs de train, et qu'on peut parfaitement prendre en compte par une convention collective. Alors, moi, non, bah oui, mais pourquoi vous avez fait l'inverse? Valérie Boyer, statut du cheminot. Alors, moi, je fais une proposition à monsieur Legendre. Il y a une façon de faire qui est transparente, c'est qu'on mette sur la table les amendements et qu'on ait le temps de les discuter. Or, vous savez très bien que c'est l'inverse qui a été fait. Vous avez dit ordonnance, Madame Borne recule, fait un rétropédalage terrible vendredi. On a les amendements qui sont déposés pendant le week-end pascal et on a 3 jours. Si c'est exact. Plus de temps pour que le Parlement en discute. Et quant à la convention collective, on peut être d'accord, mais pourquoi vous avez fait l'inverse? Vous dites d'abord, c'est hyper maladroit, vous dites d'abord que vous retirez le statut alors qu'il aurait fallu négocier une convention collective pour rassurer tout le monde et pour mettre tout le monde autour de la table. Nous demandons, et puis puisque vous voulez le dialogue, banco, nous demandons effectivement qu'il y ait des amendements qui soient mis sur la table à l'Assemblée nationale et que cette réforme qui intéresse tous les Français, 47 milliards de dettes, les Français ils possèdent les dettes de la SNCF, je le disais tout à l'heure, 700 € par Français. Que les Français puissent savoir par la représentation nationale ce qu'il va y avoir dans cette réforme. Or, aujourd'hui... Êtes-vous prêt à discuter les amendements? Gilles Legendre, il vous répond, Gilles Legendre, regardez, il vous répond. Qu'on en discute. Il vous répond rapidement parce qu'on va passer aussi à la convergence. Nous prenons une loi... Attendez, je peux vous répondre ou non? Allez-y. Nous avions dit, nous prenons une loi d'habilitation des ordonnances que nous viderons de son contenu au fur et à mesure que la concertation le permettra. C'est exactement ce que nous allons... Attendez, mais ça se prépare, ça. Mais vous permettez quand même? Il vous répond, Valérie Boyer. Allez-y. Mais je le sais, c'est pour ça que je vous propose. C'est au fur et à mesure que cette concertation, et nous avons apporté la preuve sur le premier volet de la concertation, qui est l'ouverture à la concurrence. Nous avons dit que nous abandonnions les ordonnances et que ça serait non, nous n'avons pas lâché. Il y a la grève. Ça, c'est les modalités. Si vous le voulez bien, on a compris votre divergence. Moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous croyez à la fameuse convergence des luttes dont parle la CGT? Je vous pose la question parce que, regardez, là on découvre les images de la gare de Lyon en direct, mais tout à l'heure il y avait une manifestation des cheminots et de soutien aux cheminots, et dans cette manifestation il y avait des étudiants. Aujourd'hui il faut savoir qu'il y a une grosse douzaine d'universités qui sont partiellement ou totalement bloquées, sur 80 environ, et il y avait à cette manifestation des étudiants. Alors est-ce qu'il faut croire que les éboueurs, que les étudiants, que d'autres professions, peut-être dans l'énergie, vont se coaguler pour une manifestation globale? Écoutez cet étudiant qui était dans la manifestation. Le gouvernement Macron s'attaque à la casse du service public en général. On est visés, ils sont visés aussi, on est là pour les soutenir. On en profite aussi qu'ils aient une grande visibilité pour porter nos revendications aussi. C'est une idée de partage, on les soutient, ils nous soutiennent, on est tous ensemble contre le gouvernement Macron. Adrien Quatennens, vous y croyez à cette convergence ou c'est une vue de l'esprit? Je pense, oui, que cette fois-ci, les choses sont mûres pour qu'elles adviennent. Pour la raison qu'il aura peut-être fallu effectivement 10 à 12 mois d'Emmanuel Macron pour que les gens comprennent quelle est la signature profonde de ce que fait ce gouvernement. Il nous promettait la révolution et le changement. Non, il achève un processus qui avait été entamé avant lui plus durement, en allant jusqu'au bout, en poussant le curseur libéral à son maximum sur un tas de sujets. Ça a été un démarrage de quinquennat où on a beaucoup redistribué aux plus riches, où on s'est attaqué au code du travail, où, non satisfait de l'avoir fait, on s'est attaqué notamment au baccalauréat et on instaure la sélection à l'université pour pouvoir adapter le nombre d'étudiants au nombre de places alors qu'il s'agirait de faire complètement l'inverse. On fait une réforme du rail, on ne parle pas d'écologie. Et moi, j'observe que de secteur en secteur, privé, public d'ailleurs, parce que je pense aussi aux hospitaliers, aux EHPAD, il y a eu beaucoup de choses, les retraités, le pouvoir d'achat. Il y a
tout doucement un diagnostic commun sur ce qu'est la signature de ce gouvernement. Et je pense que ce qu'il nous faut maintenant, et c'est à cela que nous devons travailler, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas sur des mobilisations sectorielles, mais que toutes celles et ceux qui ont de bonnes raisons, de justes raisons, de se mobiliser contre la politique du gouvernement se retrouvent. Et moi, je pense notamment à celles et ceux qui ne sont pas dans les organisations syndicales, pas dans les organisations politiques, ou qui n'ont pas les moyens, malheureusement, de faire grève, de perdre du salaire, comme c'est le cas des cheminots. Et vous les appelez à se joindre au mouvement. Je pense qu'il nous faudrait, effectivement, dans le courant du printemps, une grande mobilisation, un week-end, pour que tout le monde puisse se retrouver, y compris celles et ceux qui ne sont pas habitués à la mobilisation, mais sentent... Jean-Luc Mélenchon va appeler à une telle mobilisation ? Mais on regarde d'abord qui va prendre des initiatives, mais on sera là pour les soutenir en tout cas. Emmanuel Ménard, cette journée peut-elle marquer un élan vers une coagulation des mécontentements ? Ce que je vois, c'est qu'effectivement, le mouvement prend un peu d'ampleur dans les universités. Et on sait que quand les étudiants sont dans la rue, c'est jamais très très bon signe. Donc ça, c'est un petit peu inquiétant, effectivement, pour oui, enfin bon, ça dépend. C'est un petit peu inquiétant pour le gouvernement. Non, moi, ce que je voudrais dire sur la SNCF, j'ai envie d'une. On parlait tout à l'heure de vitrine avec la LGV. J'aime pas qu'on oppose systématiquement, et je voudrais en parler parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, les lignes secondaires avec le train à grande vitesse, avec les lignes à grande vitesse. Bon. Les lignes à grande vitesse, c'est la vitrine de la France. Les lignes secondaires, elles sont nécessaires. On peut pas les lâcher comme ça. Mais donc, à un moment donné, il faut réformer pour qu'on puisse satisfaire tout le monde. Bon. Il ne faut pas laisser tomber. Valérie Boyer, est-ce que vous mesurez dans ce qui se passe aujourd'hui, et on a vu ces mouvements, on n'a pas vu d'image, mais c'est vrai que dans le nettoyage, il y a eu un mouvement aujourd'hui qui est reconductible. Est-ce que vous voyez une effervescence ? On sent quand même un mécontentement, une angoisse, une sorte de sentiment de dépossession et de mépris des Français, ça c'est sûr. Aujourd'hui, les retraités avec la CSG qui se sont vraiment fait blouser. Les familles, ça arrive. Moi, je rappelle qu'il y a une nouvelle baisse de la PAJE, de l'aide de l'accueil de jeunes enfants, qui va exclure de 10% du dispositif les bénéficiaires actuels. Il y a un changement aussi avec 6% des familles qui ne seront également plus éligibles à la prime de naissance. Donc, il y a cette difficulté pour les familles, pour les retraités, pour les hôpitaux. Alors, les hôpitaux, c'est terrible. Pour les EHPAD, pour le transport, que ce soit aérien ou ferroviaire. Et aujourd'hui, il y a même des entreprises privées comme Carrefour qui font grève. Il y a des grèves. Donc, accord entre vous trois, il y a une certaine coagulation des mécontentements. Je dirais pas je ne sais pas si c'est une coagulation, mais il est certain qu'il y a une souffrance chez les Français qui est réelle, parce qu'il y a une sorte de mépris qui est exprimé par la façon brutale dont ces réformes sont menées, et surtout sur le contrat social qui n'est pas respecté. Je rappelle que les impôts des ménages ont augmenté de 4,5 milliards d'euros, et qu'en même temps, les dépenses de l'État ont augmenté de 7,5 milliards. Donc, c'est exactement l'inverse qu'avait proposé Emmanuel Macron. Gilles Legendre. Donc, je crois que là-dessus, ce contrat social qui est brisé fait souffrir les Français qui s'expriment différemment. Gilles Legendre, je reviens sur ces mécontentements et leur possible ou impossible coagulation. Et j'ai une question simple. Où est ce soir Emmanuel Macron ? Mais attendez, je vais d'abord répondre parce que j'ai entendu quand même des choses surréalistes. Alors, là, vous avez trois oppositions qui se retrouvent sur ce sujet. On a pris l'habitude à l'Assemblée nationale de voir se dessiner des convergences entre la France insoumise et les Républicains, ce qui montre que véritablement nous sommes dans une situation assez improbable. Je ne sais pas si j'ai entendu des pronostics ou des souhaits assumés du côté de M. Quatennens, souhaits sauvages et cachés et honteux de la part de Mme Boyer. Sous-entendu, si la situation pouvait dégénérer, ça serait quand même pas une mauvaise nouvelle. Non, Monsieur Legendre, j'ai absolument pas dit ça. En allant chercher même des arguments qui n'ont strictement rien à voir. Puisque par exemple, et que les Français sont matraqués fiscalement. Les Français souffrent si vous dites qu'ils souffrent. Aujourd'hui, les pouvoirs d'achat est en train d'augmenter, la croissance est en train de redémarrer, le chômage est en train de se réduire. Monsieur Legendre, vous ne devez pas dire que le pouvoir d'achat augmente. Chacun son tour. Gilles Legendre vous répond. Gilles Legendre, il vous répond. Allez-y, Gilles Legendre. Non, il vous répond. Valérie Boyer, vous avez parlé, chacun de vous trois. N'aime pas qu'on la contredise. Gilles Legendre répond. On va quand même sur les mouvements sociaux, Gilles Legendre. Sur les mouvements sociaux, une chose est certaine, ces revendications n'ont rien à voir. Sauf une chose, c'est que tous les chantiers que nous ouvrons
vise à résoudre des crises séculaires dans notre pays. Parcoursup... Laissez-le finir. Non, Adrien Quatennens, laissez-le finir. La pagaille, c'est ce que vous souhaitez. Bien sûr que la pagaille, c'est une issue raisonnable politique. Nous, on veut régler les problèmes dans le bon ordre. La pagaille, c'est vous, le problème dans le bon ordre. Vous nous aviez annoncé la révolution au moment des ordonnances. Vous n'êtes pas arrivé. Vous en avez même fait l'autocritique. Vous en avez même fait l'autocritique. Balayé devant votre porte. Arrêtez de faire la révolution par procuration en essayant de monter les salariés. C'est le titre du bouquin de M. Macron. Le sujet majeur, c'est qu'aujourd'hui, les crises qui s'ouvrent sont toujours des crises du passé. Le Parcoursup, nous apportons une réponse. C'est le passé. 60%, un élément, s'il vous plaît, un élément. 60% d'échecs à l'université dans le premier cycle. C'est ça que nous allons corriger. 80% de ceux qui arrivent des sur les trains bancs qui arrivent finissent de diplômés, plus en vous le savez. des trains de moins en plus ponctuels, de plus en plus chers. C'est ça que nous essayons de corriger. C'est pas vrai, c'est un élément de réponse. Emmanuel Macron, s'il vous plaît. Emmanuel Macron, où est-il? La dernière image qu'on ait vue de lui, c'était au Touquet ce week-end. C'est vrai qu'il laisse son Premier ministre se mettre en avant. C'était au Touquet et regardez, il était interpellé et il a répondu à un passant qui lui parlait de la SNCF. Écoutez. Tout va très bien, Madame la Marquise. Bon, Monsieur le Président, un mot sur la semaine de grève qui arrive. Avec la SNCF, vous inquiétez pas. Ne lâchez rien, ne vous inquiétez pas. Il est sûr de son fait, Emmanuel Macron, Gilles Legendre, vous qui l'avez régulièrement. Il n'est pas sûr de son fait, il est déterminé. Il a été élu pour transformer ce pays et faire en sorte, notamment, que l'action publique retrouve des lustres qu'elle a perdus en raison de la lâcheté et de l'absence de courage de tous les gouvernements, de toute majorité confondue, depuis 30 ans. Qu'il y ait à la tête de l'État un homme qui est investi du suffrage universel, qui dessine le cap, qui montre le chemin où nous devons aller, et qu'ensuite un gouvernement et une majorité mettent en œuvre ce programme, c'est totalement conforme aux institutions. S'il doit prendre la parole, il la prendra. Mais la gestion quotidienne, c'est celle du gouvernement et de sa majorité. Nous sommes en plein dans une application pure des institutions de la Ve République, mais pour appliquer un programme qui a été porté par le chef de l'État et validé par les Français. Nous sommes dans la norme. Il y a un acteur dont on n'a pas parlé qui va peser lourd dans ce conflit. Il s'agit de l'opinion. Adélaïde Zulfikar-Pazik, directrice de l'Institut BVA Opinion, nous rejoint. Soyez la bienvenue, installez-vous. Bonsoir Adélaïde Zulfikar-Pazik. Alors je voudrais qu'on voit les chiffres du soutien de l'opinion à cette grève. Soutien minoritaire, mais ces chiffres, et là c'est une enquête de l'IFOP pour le JDD qui a été publiée dimanche, montrent que ce soutien tend à augmenter. Est-ce que vous faites le même constat ? Effectivement, il tient à augmenter, mais c'est important de rappeler que pour l'instant, il est minoritaire dans l'opinion. Il y a deux choses qui sont intéressantes par rapport à ça. La première, c'est quand on met en perspective, notamment par rapport au mouvement 1995, on avait au début de la contestation une adhésion beaucoup plus forte des Français au mouvement. C'est le premier point. Et le deuxième, c'est pourquoi expliquer que ce mouvement, enfin ce soutien soit pour l'instant assez modéré dans l'opinion. Et bien, tout simplement parce que la réforme, elle est majoritairement soutenue par les Français, en tout cas pour l'instant, notamment la question de la remise en cause du statut des cheminots, mais on voit bien qu'aujourd'hui, les Français ont quand même le sentiment, en tout cas pour une majorité d'entre eux, que cette réforme, il faut la faire, et donc pour l'instant, ça explique qu'ils pensent que le mouvement n'est pas forcément justifié. Voilà, vous avez à peu près les mêmes ordres de grandeur, c'est-à-dire 46% qui trouvent que cette grève est justifiée et 51% ou 53%, on a vu aussi, qui trouvent qu'au contraire, le gouvernement doit aller jusqu'au bout. La marge, elle est assez étroite entre favorables et défavorables. Elle est étroite, mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces chiffres qui montrent une opinion partagée cachent en fait des disparités entre différentes catégories de population. Et c'est un peu, j'ai envie de dire, on retrouve un petit peu ici la France qui gagne, la France qui perd, avec... on a une partie, notamment, alors quand on regarde sur la sympathie politique, effectivement, on a les sympathisants de La République En Marche qui sont pour la réforme, mais aussi une majorité des sympathisants de la droite. Les sympathisants du secteur les salariés du secteur privé sont aussi plutôt favorables aux réformes en général, d'ailleurs, pour le pays. Et puis de l'autre côté, vous avez plutôt des sympathisants de la gauche, des salariés du secteur public qui sont plus frileux. Donc on a des lignes de clivage assez fortes entre des catégories de population qui n'ont pas la même posture par rapport à la réforme. Est-ce que, pour vous, l'opinion, et à la lumière de ce qui s'est passé autrefois, l'opinion sera un acteur majeur de ce conflit dans les prochaines semaines ?
En fait, j'ai envie de vous répondre que non, je ne pense pas. Et je pense que ça ne tient pas tant à la question de l'opinion en elle-même qu'à la question de qui est aujourd'hui à la tête de l'exécutif. Et je ne pense pas, parce que c'est vrai qu'on n'arrête pas de parler de la bataille de l'opinion sur ce sujet de la réforme de la SNCF, je ne pense pas qu'Emmanuel Macron se soucie réellement de l'opinion. Pas dans le sens où il ne s'intéresse pas à la vie des Français, mais effectivement, aujourd'hui, les Français étant plutôt en faveur de la réforme, il a l'opinion pour lui. Mais quand bien même demain, à cause notamment d'un mouvement de grève qui pourrait durer, se durcir, l'opinion basculerait du côté des grévistes et serait hostile à la réforme, je ne pense pas pour autant qu'Emmanuel Macron reculerait nécessairement. Pourquoi ? J'ai entendu cet argument, mais c'est ce qu'il dirait, je pense, c'est « je n'ai pas été élu pour être populaire, j'ai été élu pour réformer le pays ». Et on l'a vu d'ailleurs au moment du premier mouvement social à la rentrée, avec la première grande réforme menée par ce gouvernement qui était la réforme du Code du travail. Il y a eu un moment un peu difficile, un moment difficile dans la rue, mais au final, Emmanuel Macron est sorti grandi de cette séquence. Je parle là de sondage d'opinion, puisque les Français nous ont dit, voilà, il tient ses engagements, il a été élu pour réformer le pays, il le fait, donc je ne vois pas reculer sur une question d'opinion. Après, peut-être assouplir son discours, le modifier légèrement, ou en tout cas faire un effort de pédagogie plus grand, parce que c'est ça le sujet aujourd'hui, c'est que les Français ne comprennent pas forcément le sens de la réforme, et une partie d'entre eux ont le sentiment qu'on demande des efforts à certains, mais pas à tout le monde. Donc il y a un effort de pédagogie à faire sur à qui s'adresse la réforme, qui en sont les bénéficiaires, qui font les efforts. Mais au-delà de ça, je ne pense pas, pour répondre à cette question. Valérie Boyer, je vous voyais lever les yeux au ciel quand on entendait, quand Adélaïde Zulfikar-Pazix disait il ne cédera pas, même s'il est impopulaire sur ce terrain-là. Ça a évoqué les déclarations d'un collègue de M. Legendre qui disait qu'il se fichait complètement de ce qui lui remontait de sa circonscription, M. Bonnel. Mais c'est pas ce que je voudrais dire. Moi, je pense que la réforme, nous, elle est absolument nécessaire. Et c'est pour ça que nous demandons vos électeurs la soutiennent, c'est ce qu'on a entendu. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement de jouer carte sur table et qu'on discute vraiment du fond. Ça, on a compris, le débat au Parlement. On a peut-être compris, mais ça ne se passe pas comme ça. Et à quoi ça sert de rendre le pays anxiogène si on n'avance pas concrètement sur les sujets ? Emmanuel Ménard, ce qui est embêtant, on peut gouverner sans l'opinion sur ces terrains-là ? Oui, je pense qu'on peut gouverner sans l'opinion. C'est difficile, mais on peut le faire. Ce qui m'embête, moi, c'est l'illustration parfaite de la France à deux vitesses. Et la petite phrase de M. Macron est terrible quand il est dans sa voiture et qu'il fait un petit signe en disant « tout va bien aller, tout va bien aller ». C'est une signature. Ce n'est pas ce qu'il dit. Si, ça va bien se passer. Il dit, voilà. Ne vous inquiétez pas. C'est pas pareil. Je pense qu'à sa place, je m'inquiéterais un petit peu parce qu'on est encore une fois avec la France des métropoles contre la France des villes moyennes, la France des bourgades, la France, celle qui n'a pas le droit au TGV, celle à qui on va peut-être supprimer les lignes moyennes. J'espère que ce n'est pas un repli tactique, cette histoire-là, de supprimer, d'annoncer qu'on revient là-dessus, sur les 9000 km de voies secondaires. J'espère que c'est pas un petit peu... Et cette France qui souffre, elle est solidaire des cheminots, et en même temps, elle n'en peut plus c'est toujours les mêmes qui souffrent. Et puis elle voit que certains, ils ont les voyages gratuits, et puis d'autres les ont pas. Donc à un moment donné, il faut réformer pour mettre les choses à plat, pour que les Français comprennent et que les Français comprennent les enjeux. Et pour l'instant, je crois qu'on est un peu en dehors de cette stratégie. Adrien Quatennens, pour vous, c'est essentiel ce combat de l'opinion ? D'essayer de trouver les faveurs de l'opinion sur ce terrain-là ? Je pense qu'il est essentiel à la fois pour la SNCF et pour tous les autres aussi. Parce que vraiment, l'enjeu, c'est de faire comprendre que ce qui est en cause, ce n'est pas simplement le statut ou les avantages des uns des autres. Alors sur ce point, moi, quand je vois y compris les enquêtes d'opinion, je trouve ça plutôt encourageant. Parce que si on en juge que les Français ont répondu à l'enquête, y compris en considérant la pagaille que ça pouvait mettre dans leur quotidien, la grève, ce taux-là est plutôt pas mauvais. Et d'autant plus qu'il augmente, on le voit. Et en réalité... Ça va de pair avec d'autres enquêtes d'opinion. J'ai vu que 71% des Français considèrent que la politique du gouvernement sert d'abord une minorité, et une majorité de Français aussi, je l'ai vu, considèrent que l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron est autoritaire. C'est assez clair, partout où le libéralisme a été poussé à un curseur aussi élevé, ça se caractérise aussi par une forme d'autoritarisme. Je précise un peu ma question, Adrien Quatennens. Est-ce que vous pouvez gagner par le seul blocage, ou est-ce que vous avez besoin du soutien de l'opinion dans ce dossier-là? Mais c'est un ensemble qui va permettre cette convergence. Et aussi de faire la démonstration, et moi c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est que quand je vois ce que fait le gouvernement, avant de simplement avoir envie de venir dynamiter ce qu'il propose, je vois tout ce qu'on pourrait faire de bien plus intelligent. Je vous l'ai dit, à cette heure, nous pensons par exemple sur le rail qu'il faut un grand pôle public pour un État stratège qui s'occupe par exemple de la planification écologique. Enfin, personne n'en parle. Dans votre réforme, on n'en parle pas. Vous savez que un seul train de la mobilité
Et un on seul en a train fait de 35 un des wagons, chapitres monsieur de ces Legendre, assises, un seul justement, train, le un seul train transport de 35 écologique. wagons permet à lui seul de porter le poids de plusieurs C'est dizaines exact. de camions de 32 tonnes. C'est Et là, dans en le l'occurrence, on le voit bien. Et par ailleurs, regardez, l'écart Macron. Qui ne se soucient pas de la pour le coup, qui se soucient de la rentabilité, qui ne sont pas un service public. Et bien là où ce n'est pas rentable, ils ne vont plus. Le risque, c'est que demain, ce qui va se passer, mais toujours pas répondu après 1h20 d'émission sur le Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, tout le monde veut faire marche arrière parce que les prix ont augmenté et parce que les gens consacrent près de 14% de leur budget. Mais si, regardez, 27%. Mais non, mais on va pas revenir sur le Royaume-Uni, mais Gilles Legendre, au point où on en est ce soir, au soir de cette première journée de grève, est-ce que ce combat de l'opinion, pour vous, il est déterminant, ou est-ce que, comme dit Adélaïde Zulfi-Karpazic, vous pensez que Emmanuel Macron peut tenir bon sans l'opinion? Pour nous, sans l'opinion. Non, attendez, on doit tenir compte de l'opinion. Absolument. Et pour nous, ça n'est pas un combat. Ce que nous devons, c'est expliquer la réforme et montrer pourquoi nous la faisons, qui n'est en rien un recul social, mais qui est une promesse d'amélioration et de sauvetage d'une entreprise qui a été mal gérée. Pas de la faute des cheminots, je m'empresse de l'ajouter, pas de la faute des cheminots, de la faute des gouvernements et des politiques publiques qui ont été lâches sur la manière de gouverner les transports. On s'arrête là. Nous sommes à la veille. Je voudrais répondre sur l'aspect écologique parce qu'il me tient au moins autant à cœur. On ne va pas relancer un débat là-dessus à cette heure-ci. Surtout qu'on parle des camions électriques comme pouvant arriver dans une dizaine d'années. M. Darmanin, M. Castaner qui vont sur le plateau de télé pour expliquer que les cheminots sont des privilégiés. Nous, dans cette affaire, nous ne recherchons pas une victoire, nous ne recherchons pas un trophée. Vous n'êtes pas sur la ligne de vos contrairement à vous qui voudrez en obtenir un. Nous voulons réussir cette réforme au bénéfice de l'entreprise, choses intelligentes avec les infrastructures françaises et des cheminots. Merci à vous quatre d'avoir débattu. Merci à vous, Adélaïde Zulfi.